merci de m'avoir accueilli ce soir. Donc, je serai accompagnée d'Aïssatou, on va faire un binôme pour vous parler de la Cité Jardin. Moi, effectivement, le côté un peu plus historique et le lien avec les habitants et les projets qui se mènent aujourd'hui, en lien avec un projet touristique et de valorisation au début à l'échelle stanoise et communauté d'agglomération, mais maintenant qui prend un rayonnement beaucoup plus important. Je suis arrivée en retard parce que l'IAU, l'Institut d'aménagement d'urbanisme d'Île-de-France, organisait un gros colloque sur les cités-jardins. Et vous êtes invités à y participer il y a encore 2 jours. Et ils viennent de sortir. Donc on est venu avec un exemplaire. C'est les nouveaux cahiers sur les cités-jardins du XXIe siècle pour compléter la présentation qu'on va pouvoir vous faire aujourd'hui. C'est une semaine cité-jardin. Oui, c'est une année cité-jardin aussi. On pourra vous en parler plus longuement. Donc juste vous avez un plan ici de 1933, donc vous avez vu un portrait d'Henri Sellier, le maire de Suresnes, l'homme barbu dans la première présentation. Donc maire de Suresnes, ministre de la Santé sous le gouvernement du Front Populaire, conseiller général du département de la Seine et administrateur de l'Office public d'habitation à Beaumarchais du département de la Seine, qui a fait venir le modèle des cités-jardins anglaises en Île-de-France, donc à l'origine sur le département de la Seine. Ensuite, on a un autre office public d'habitat qu'on a construit aussi en Seine-et-Oise. Et après, on a également des propriétaires privés qui ont construit d'autres cités-jardins. Là, on est sur une trentaine de cités-jardins autour de Paris, donc avec celle de Suresnes et celle de Stein, qui sont des exemples assez aboutis pour deux cités-jardins en général. Sachant que les cités-jardins, c'est... on y reviendra après. Et du coup, je vous resitue Stein par rapport à Paris et à la métropole. Donc Stein fait partie d'une communauté d'agglomération de 9 communes, dont les plus connues sont Saint-Denis, La Courneuve, Aubervilliers. La ville de Saint-Ouen l'a rejoint là en janvier 2013, et une communauté d'agglomération qui a différentes compétences, notamment tout ce qui concerne les espaces publics, la voirie, la rénovation urbaine, d'où le sujet qui va nous occuper un petit peu sur la cité-jardin, et la compétence de développement économique et du coup développement local et valorisation touristique. Donc c'est pour ça qu'on se trouve à cheval sur ces différentes disciplines sur cette cité-jardin-là. La cité-jardin de Stein a été construite entre 1921 et 1933, donc plus de 90 ans. Elle connaît aujourd'hui sa première rénovation, qui sera présentée un peu plus en détail par Aïssatou. C'est un peu plus de 1600 logements, donc 472 en pavillon, le reste en collectif, mais c'était pas que du logement. Donc on est dans cette phase hygiéniste, qualité de logement avec circulation de l'air à travers le logement, des loggias qui permettent d'amener plus de lumière, mais aussi tout ce dont les habitants ont besoin dans leur vie quotidienne, à savoir les commerces, les équipements publics, écoles, centres de loisirs, théâtres. Il y a un peu de desserte, un peu de transport. Alors oui, à l'époque, il y en avait un peu plus que maintenant. Je termine juste, les commerces, les dispensaires, médecins, radiologues, pharmacies, et tout ce qui concerne des jardins, puisque c'est une cité-jardin, avec des jardins à la fois pour les habitants en pavillon, mais aussi des parcelles de jardins qui étaient réservées aux habitants des collectifs, dans les cœurs d'îlots. Un grand sujet de discussion. En termes de desserte, par rapport au modèle anglais, qui étaient des villes autonomes, en France, c'était des quartiers qui venaient se construire à côté de villes ou de bourgs déjà existants. Donc Stein avait un bourg rural. La construction de la cité-jardin a doublé sa population, sachant qu'on était sur un territoire, la Seine-Saint-Denis, pleine de maraîchers, qui a nourri Paris pendant des décennies. Et les cités-jardins sont implantées sur des opportunités foncières. Là, on est sur l'ancien parc du château de Stein, qui fait un peu plus de 28 hectares. Et donc toutes les cités-jardins étaient pensées avec les contraintes de sites. Les choix des sites étaient faits en fonction justement des entreprises, donc des industries qui se trouvaient autour. On avait à Stein des usines, on avait la Courneuve, l'aéroport du Bourget, Saint-Denis, et on avait notamment un tramway qui venait de Saint-Denis jusqu'à Stein, qui a été détruit après la Seconde Guerre. Et on a une gare qui actuellement est la gare RER et future gare de la tangentielle Nord, qui menait des trains pour rejoindre Paris, la gare du Nord.
Donc vous avez le plan sur la gauche qui reprend notamment tous les services sociaux qui étaient prévus à la conception de cette cité-jardin. Tout n'a pas été fait, mais on avait lavoir, bain-douche, voilà, la piscine n'a pas été faite. Et je vais laisser la parole à Aïssatou. Un petit mot. Laquelle des deux va nous parler un peu d'architecture et de formes urbaines? Ni l'une ni l'autre? Si. En termes d'architecture, donc on a toutes les cités-jardins. Ça ressemble à quelque chose de connu quand ça... Oui et non. Quand ça apparaît, ou est-ce que c'est une forme inédite? Donc le modèle vient d'Angleterre, adapté en France. C'est la première fois qu'on fait des concours d'architectes pour du logement social. Du coup, on a des architectes qui ont rivalisé d'ingéniosité pour construire quelque chose de qualité. Et c'est des architectes différents à chaque fois. D'où toutes ces cités-jardins se ressemblent un petit peu. On a l'impression d'être dans une cité-jardin, mais c'est des architectures différentes. On ne vous en a pas donné d'exemple ici, mais on parle d'un style pittoresque au début, avec, vous voyez les petits pavillons en haut à gauche qui font penser à l'Angleterre notamment, ou à l'architecture plus de province, de région. Les collectifs maximum 4 étages, avec un fort souci du détail, parce que non seulement il fallait de la qualité de vie à l'intérieur, mais les ouvriers avaient le droit de vivre dans quelque chose qui était beau. Et il y a une réflexion aussi sur l'urbanisme, sur la forme, sur comment on va de l'espace public à l'espace privé, par des grandes voies, ensuite des plus petites rues, ensuite des venelles, pour amener aussi à la promenade. Et l'espace public était aussi pensé selon une sorte de mise en scène. Tel arbre était placé à tel endroit pour faire un effet de signal, tel alignement créer une sorte de voûte, enfin donner de la majestuosité à une certaine avenue. Donc c'était l'occasion pour ces architectes de penser l'ensemble de la cité et pas qu'un logement, qu'un bâtiment. Et je ne me trompe pas, c'est de la brique? Alors, dans les pavillons, structure brique, enduit tyrolien. Dans les collectifs, c'est structure béton, parement en brique. En tout cas, celle de Stein. Et c'est Sellier, le grand homme des cités-jardins. Hein. Alors, en France et en Île-de-France, c'est effectivement Henri Sellier. Juste avant, on avait Georges Benoît Lévy qui allait faire son tour d'Europe et son tour du monde pour ramener le concept des cités-jardins en France pour le compte du musée social. Il a d'ailleurs écrit un livre... 1908, je crois, qui s'appelle La Cité-Jardin. Et effectivement, c'est Henri Sellier qui a permis la construction de toutes ces cités-jardins sur le département de la Seine. Marie-Jeanne Dumont, un petit mot, c'est là aussi un idéal urbain? Oui, c'est le grand idéal urbain des années 1900 qui voulait s'opposer, disons, au rationalisme des corons. Voilà, de l'urbanisme des corons et des cités industrielles du 19e siècle. Et son adaptation en France s'est faite théoriquement avant la guerre de 14, pratiquement après. Contrairement à ce qui était dit, ce n'étaient pas des concours d'architecture, parce que Sellier, devant travailler pendant la guerre, a recruté en fait les lauréats d'autres concours. Et ils avaient passé des concours. Ils avaient passé des concours, mais ce qui est notable, c'est que c'était uniquement des architectes trop âgés pour être mobilisés. Et que donc, en réalité, il y a eu un conflit de génération à ce moment-là, après la guerre, entre cette génération, disons, des plus de 50 ans, qui s'est retrouvée à faire les cités-jardins de la région Île-de-France dans les années 20, et la génération des plus jeunes qui revenaient de la guerre et qui se sont trouvés un petit peu dépossédés de cette commande et ont dû attendre 10 ans de plus avant que leur génération accède à la commande et renouvelle totalement l'image des cités-jardins dans le sens plus moderne. Merci beaucoup. Merci. Alors, dernière intervenante, et donc troisième étape, nous sommes toujours à Stein, dans le 93. Vous êtes Aïssatou Sako et vous êtes en charge de la rénovation urbaine. Alors, il fallait rénover ces ensembles qui avaient manifestement des preuves du vieillissement. Exactement. Donc, la Cité-Jardin fait partie des quartiers en rue, comme on appelle ça, des quartiers qui bénéficient d'un projet de renouvellement urbain. Donc, d'une convention signée avec l'État, Conseil général et plusieurs partenaires, on va dire, pour rénover entièrement la Cité-Jardin.
le caractère en fait particulier de la Cité Jardin. Donc c'est un patrimoine exceptionnel pour la ville de Stains, qui est classé au monument historique. Et donc, contrairement aux autres projets de rénovation urbaine, souvent qu'on a en banlieue parisienne où il y a beaucoup de démolitions, des grandes opérations de relogement, de restructuration des voies, etc. La Cité Jardin, le projet urbain s'adapte au caractère particulier de la Cité Jardin. Donc c'est la rénovation du bâti existant et la valorisation du patrimoine. Donc c'est vraiment un projet urbain atypique et ambitieux pour Stains et pour la Cité Jardin. Alors l'urgence de cette rénovation, par où passe-t-elle? Qu'est-ce qu'il fallait faire d'abord? C'est adapter le quartier au mode de vie contemporain. Au moment de la construction dans les années 20, il n'y avait pas de baignoire. Il y a plein de logements qui n'avaient pas de salle de bain adaptée. Souvent, c'est les habitants qui l'ont bricolé eux-mêmes, leur propre baignoire, douche, partie. Donc c'était aujourd'hui vraiment mettre une mise aux normes, on va dire, de l'ensemble de la Cité Jardin. Une adaptation par les voies, l'espace public. Au moment de la construction, il n'y avait que 3 ou 5 voitures sur la Cité Jardin. Donc le projet urbain, c'est adapter tout l'ensemble de la voirie, les voies principales, à la circulation et au mode de vie contemporain de la ville. Voilà. Donc le projet urbain, la réflexion a débuté en 2000, au moment des assises de la ville, avec un grand référendum ouvert à toute la population. C'est vraiment dans la démarche de la démocratie participative engagée par la ville. Et puis la convention a été signée en mai 2006 avec l'État et les différents partenaires. Et les objectifs, donc, c'est vraiment la valorisation du patrimoine, la réflexion de tout l'espace public et ramener, on va dire, vraiment la Cité Jardin au 20e et la sortir. D'accord. Et c'est une rénovation qui s'est heurtée à une certaine résistance de la population ou à des conflits d'usage habituels que l'on connaît? Non. Ça s'est fait dans quel climat? La Cité Jardin, les habitants sont très attachés à leur Cité Jardin. Oui, mais contrairement ça veut aux dire autres quoi? quartiers où on a d'autres opérations de projets de rénovation urbaine, ils participent activement à toutes les réunions, aux référendums, aux ateliers. Il y a une amicale des locataires, il y a plusieurs associations, une vraie participation. C'est-à-dire, par exemple, à une autre opération où sur une voie publique, il suffit d'un courrier pour voir les habitants. Ils sont attachés à leur Cité-Jardin. Vraiment, ça représente la vitrine de Stains et on voit une forte participation des habitants à toutes les réunions publiques, à la rénovation, aux ateliers, sur les cœurs d'îlots, comme dans l'ensemble de toutes les opérations. Alors, on va dire un mot sur les cœurs d'îlots, parce que c'est vrai que c'est des espaces qui sont relativement inconnus, d'ailleurs, des habitants. Mais d'abord, un mot sur cette dimension touristique que vous donnez à cette rénovation. Que vient faire le tourisme dans tout ça? Je vais laisser la chargée de la valorisation touristique juste après. Allez-y. L'urgence pour reprendre un petit peu aussi l'urgence dans la rénovation, c'était voilà, une cité qui a connu plus de 90 ans sans aucun travaux de la part du propriétaire. Ça prouve que c'est une cité très bien construite, mais les normes d'aujourd'hui en termes de surface, un F3 de 45 mètres carrés, des isolations qui sont plus, qui fonctionnent plus. Effectivement, les salles de bain, c'était plutôt au niveau des pavillons où il n'y avait pas de salle de bain. Collectif, à l'époque, ils avaient déjà construit des cabinets de douche. La valorisation touristique, elle a commencé également en 2006, au moment du démarrage de la rénovation, portée par ça a marché ensemble. Et effectivement, rénover et requalifier les logements, les bâtiments, parce qu'il y a aussi tout ce qui est nettoyage de façade, hein, c'est tout bête, mais au bout de 80 ans, elles avaient été bien noircies. Vous avez pu voir du avant-après, c'est pas négligeable, même si ça se tenait bien. Et c'était aussi revaloriser le quartier aux yeux des habitants, puisque on a des habitants qui sont très attachés, qui sont là depuis l'origine, qui se sont passés le logement de génération en génération, certains qui sont nés dans leur logement, et en même temps une certaine vétusté aussi. Et ils la voyaient plus, leur cité-jardin, ou ils la voyaient pas comme les architectes la voient, comme les urbanistes, comme on a beaucoup d'écoles d'architecture qui viennent la visiter parce que c'est un modèle qui est un peu enseigné partout. Et également, enfin, il y a beaucoup de visiteurs qui venaient déjà prendre la cité-jardin en photo.
celle de Stein en tout cas, celle du Furen également. Et là, ça a été l'occasion, avec ce projet que j'ai pu porter depuis le début, d'associer la politique de la ville, parce que ma mission au début, j'étais chargée au sein de l'équipe politique de la ville de la valorisation touristique et patrimoniale, permettre aux habitants de se réapproprier leur patrimoine et de contribuer à sa valorisation. Et qui dit ça aussi, dit permettre aux bailleurs, l'OPH 93, donc le bailleur du département, d'avoir un patrimoine qui est aussi mieux respecté par ses habitants. Et alors on l'espère, mais a priori ça s'avère, mieux respecté. Donc tous les travaux qui seront engagés auront aussi une plus grande pérennité. Et donc, c'est aussi faire découvrir la Cité Jardin à ses habitants, parce que moi, j'ai eu des visiteurs de la Cité Jardin. Ils n'avaient jamais fait un tour dans leur quartier. Pour eux, c'est leur quartier, mais pas vu sous un angle de patrimoine. Leur faire découvrir que le système de voirie avait été pensé pour développer les lieux où les gens pouvaient se rencontrer, comment on passe de l'espace public à l'espace privé, pourquoi les bâtiments collectifs sont tournés vers l'arrière pour éviter qu'il y ait direct, quand on descend du collectif, on arrive directement sur la rue, mais on ait cette phase de transition entre la cour et la rue qui font des espaces où les enfants peuvent jouer, le système des voies en périphérie qui amènent à la promenade, même les petits détails d'architecture que sont des loggias, les balcons, leur montrer cette diversité-là, et ben ça leur a révélé leur quartier autrement. Et j'ai aussi une habitante qui m'a dit elle allait à l'office de tourisme de Plaine Commune à Saint-Denis pour acheter des places pour le Stade de France, et elle a vu veniez visiter la Cité Jardin de Stein, et elle m'a dit mais on visite chez moi. Et quand moi je venais avec des groupes, il y avait des habitants qui me demandaient mais qu'est-ce que vous venez voir ? Alors il y a eu du rejet, hein, le tourisme, on n'est pas dans une réserve indienne, c'est les pauvres que vous venez voir, de leur expliquer, ben non, il y a aussi le patrimoine, mais c'est pas non plus que du patrimoine architectural, urbain, paysager, c'est aussi, si cette cité elle est là aujourd'hui, c'est ses habitants qui l'ont faite, et donc il y a tout un travail de mémoire qui se fait avec les habitants pour savoir comment on vit la Cité Jardin, comment on la vivait avant et comment on la vit aussi aujourd'hui. On va poursuivre rapidement sur, voilà, sur les cœurs d'îlots. Donc c'est pourquoi c'est si difficile à identifier, à rénover ces cœurs d'îlots ? Les cœurs d'îlots, c'est sur l'espace public, sur les voies principales du quartier. On ne les voit pas. C'est les espaces vraiment au cœur des îlots. Et donc, des grands espaces, ça va de 2000 jusqu'à le plus grand, presque 5000 mètres carrés, non aménagés. Donc à l'origine, c'était vraiment pour les habitants, pour les ouvriers. Certains ont été maintenus et il y a eu qui ont vraiment ils l'ont maintenu, ils ont fait des jardins, mais certains étaient vraiment abandonnés au fur et à mesure. Donc nous, dans le projet de rénovation urbaine, c'était on rénove le bâtiment, on refait l'espace public. Mais pour terminer la Cité Jardin, terminer le projet de rénovation urbaine, il fallait aussi traiter ces espaces que l'on ne voit pas, traiter ces cœurs d'îlots. Donc il y en a 7 sur la Cité Jardin. 5 vont rester, garder ce caractère jardin, jardin partagé, jardin familiaux, donc ils vont être gérés par l'OPH 93, qui est le bailleur unique sur la Cité Jardin. Et les 2 plus grands cœurs d'îlots, au fur et à mesure de la concertation, en fait, de la mobilisation des jeunes habitants de la Cité Jardin, de la mobilisation des habitants, des mamans de la Cité Jardin, qui nous ont régulièrement interpellés pour nous dire qu'il n'y a pas d'espace de jeu sur la Cité Jardin. Il n'y a pas d'endroit de parc public pour jouer, et c'était un vrai défaut par rapport au projet de rénovation urbaine. Donc c'est bien beau de réhabiliter le bâtiment, les espaces publics, mais il fallait surtout avancer aussi sur les aires de jeu. Donc au fur et à mesure de la concertation, donc l'idée est venue vraiment de faire 2 grands parcs publics, espaces publics ouverts pour l'ensemble de la Cité Jardin. Donc c'est, on va dire, c'est le programme actuellement qui est en cours de concertation toujours. Sur les cœurs de concertation. Exactement. Référendum à nouveau ? Non. Atelier. Là, l'idée, c'est vraiment de la définition de la programmation jusqu'à l'appropriation au moment des travaux et à la livraison de ces espaces, d'inclure les habitants dans le projet de rénovation urbaine et dans ce programme d'aménagement des cœurs d'îlots. Donc la définition, vous voyez par exemple sur un des cœurs d'îlots, c'est un terrain de foot, des agrès de musculation, un vrai parc public, un espace de promenade, un parc public, on va dire, pour les ados et les jeunes adultes,
Et en face, il y a un autre cœur d'îlot qui est beaucoup plus destiné aux enfants, aux plus petits. Pareil, un parc public, un jardin, des jeux pour les 3-7 ans. Donc l'idée, c'est... le projet est né de la volonté des habitants. Donc nous, on essaie de maintenir cette dynamique, de garder ce lien à travers des ateliers, une mission spécifique d'accompagnement social à la rénovation urbaine et de faire participer les habitants à tout ce qu'on appelle, nous, les mesures d'accompagnement du projet de rénovation urbaine. C'est-à-dire tous les quartiers concernés par un projet urbain, on doit au moins accompagner donc, la gestion urbaine de proximité, ce qu'on appelle la gestion des espaces extérieurs, favoriser l'implication des habitants pour que justement, quand les travaux vont être réalisés, on trouve les moyens, les solutions de pérenniser les investissements qui ont été réalisés. D'accord. Donc voilà. Donc les cœurs d'îlot sont vraiment représentatifs, on va dire. Au cœur du sujet. Voilà, de la place accordée aux habitants et du travail de concertation mené en général dès le démarrage, on va dire, en 2000, de la validation du projet urbain jusqu'à aujourd'hui, la gestion actuelle du quartier. D'accord. Et c'est à vous qu'on doit tout ça? C'est une grande équipe, on va dire. À Maud Baccara aussi, puisqu'elle fait, je vais laisser la parole, sur tout ce qui est le travail de valorisation touristique de patrimoine, qui est aussi un relais de la concertation et un relais, on va dire, de toutes les initiatives menées avec les habitants. Alors un petit mot à Maud et ensuite à la salle. Hein. Donc en fait, les actions que j'ai pu mener dans le cadre de la politique de la ville, c'était redonner à voir autrement leur quartier. Et effectivement, ces cœurs d'îlots qui sont cachés, des espaces intimes pendant plus de 80 ans, on ne les ouvre pas comme ça non plus du jour au lendemain à devenir un espace public, sachant que déjà, c'est du terrain qui appartient à l'Office HLM. Donc pendant des années, on s'est dit, non, les pouvoirs publics n'ont pas à intervenir dans ces espaces-là. Et du coup, par des actions, parce qu'en même temps, l'Office HLM les avait abandonnés, et par des actions artistiques, mais aussi où on a associé des architectes, des collectifs, sur des actions un petit peu éphémères, mais en même temps avec des ateliers participatifs, sur comment les transformer de manière ponctuelle, leur donner différents usages, et du coup faire réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cœurs d'îlots. Donc effectivement, le côté City Park est revenu parce qu'on a des jeunes qui se sont mobilisés, et du coup qu'on a accompagné pour faire un terrain de foot, mais on a fait des balades, le parcours chorégraphique, c'était photographes et danseurs qui ont fait des ateliers avec des enfants sur le lien entre la maison, le jardin, leur parcours dans la ville, leur parcours dans la cité-jardin, et toute cette matière-là récupérée par les artistes, transformée pour que à la fois ces artistes portent un regard sur la cité-jardin, qu'ils le confrontent au regard que portent les habitants sur leur quartier, et en même temps au regard que des visiteurs extérieurs lors des visites et du coup de la valorisation touristique à plus grande échelle peuvent porter, et leur rencontre entre visiteurs et habitants et toutes les discussions que ça peut porter. Et là, donc effectivement, c'est d'autres exemples d'actions qu'on a pu mener. Toute une démarche, donc I Love Cœur d'îlot, où on avait en fait des architectes qui ont fait une petite valise avec à l'intérieur des maquettes de la Cité-Jardin, et ils ont fait du PR porte-à-porte, les VAP de la Cité-Jardin, pour aller, parce qu'effectivement, les gens viennent souvent dans les réunions de concertation parce qu'ils se sentent impliqués, mais quand on parle du projet des cœurs d'îlots en 2006, alors que les travaux n'arrivent que maintenant, comment faire que les gens se sentent concernés par des actions? C'est le temps de la ville. Ça. Voilà, le temps du projet urbain, le temps des habitants. Et nous, c'était essayer de mettre en lien et de continuer à alimenter pour éviter que les habitants s'essoufflent et disent voilà, ça arrivera, on ne sera plus là. On a les jeunes de ce groupe de foot qui, à un moment, sont venus à une réunion publique et nous ont dit on sait bien que c'est pour nos petits frères, mais on continue. Formidable. Merci beaucoup et bravo.